Les élections en République démocratique du Congo arrivent à grands pas et depuis belle lurette, les processus électoraux ont commencé avec l'enrôlement des électeurs dont la CENI avait déjà lancé, sauf d'autres coins de la République. Il n'y a pas eu enrôlement des électeurs suite à l'insécurité dans cette partie de la République. C'est une question majeure qui reste au cœur de tous les Congolais parce que tout Congolais attend les élections nationales législatives dans tout le coin, allais-je dire, de la République démocratique du Congo. Une question majeure, comme je l'ai dit, on en parle avec Christian Mondika, politologue, analyste, politologue, allais-je dire, analyste, chercheur et conférencier qui est ce soir à la barre. Bonsoir, monsieur Christian Mondika. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, d'entre-deux-jeux, qu'en est-il avec le processus électoral en République démocratique du Congo? Je crois qu'on peut poser deux constats. Le premier, c'est que d'un point de vue de la planification, le calendrier avance et la CENI est en train plus ou moins de respecter son échéancier et qu'on pourrait, d'ici la fin de l'année, avoir des élections en décembre. Maintenant, d'un autre point de vue, c'est que malheureusement, depuis le début, on n'a réussi pas à créer un consensus des différentes parties prenantes. Et donc, comme à l'origine, il y a toujours des méfiances à différentes étapes du processus. Autant on a eu de la méfiance au moment du vote de la loi, autant on a eu de la méfiance au moment de la formation du bureau de la CENI, autant on a eu de la méfiance durant l'enrôlement, autant aujourd'hui on a de la méfiance sur le fichier électoral hier en termes d'audit, puis aujourd'hui en termes de loi, la répartition votée. Ça veut dire un processus qui est en train de cumuler en quelque sorte des méfiances et des frustrations, et qui va poser la question de la sérénité du scrutin à l'horizon de décembre 2023. Quand vous parlez de méfiance, quels sont les reproches qu'on peut retrouver aujourd'hui dans ce processus électoral, de l'enrôlement au fichier? Les reproches, on peut en prendre deux. La première, peut-être qu'il faut rappeler historiquement, la CENI est née autour de la méfiance. Oui. La CENI est née parce que à Sun City, les différentes parties prenantes, les différentes composantes n'ont pas voulu, je dirais, des élections classiques, un peu comme ça se passe dans d'autres pays, c'est-à-dire organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est l'absence de méfiance, de confiance plutôt au ministère de l'Intérieur qui a fait qu'on crée une sorte de commission ad hoc qui soit composée de toutes les parties prenantes afin de garantir l'intégrité. Donc fondamentalement, la CENI, c'est une institution de méfiance. C'est une institution de méfiance mutuelle. On l'a créée pour que chaque partie prenante se trouve à l'intérieur et que cette méfiance mutuelle construise la confiance. C'est assez paradoxal, mais c'est ça la base. Or, quand vous partez déjà dès le départ avec un bureau dont la composition ne reflète pas les différentes composantes censées garantir ce regard mutuel de méfiance, mais qui construit la confiance, eh bien, vous avez la méfiance de base. C'est-à-dire la composition du bureau de la CENI, qui ne s'est pas faite avec une bonne représentation de l'opposition. J'entends l'opposition au sens des forces représentatives au niveau du Parlement. Eh bien, vous n'avez pas cet élément de confiance nécessaire au départ. Ensuite, c'est une question de perception. Ça veut dire qu'au Congo, depuis 2006, ceux qui sont en quelque sorte de l'opposition ont une perception d'un contrôle de l'appareil de la CENI par le pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir confortent l'image d'un contrôle de l'appareil du processus électoral qui renforce également la méfiance. Donc cette perception-là, à la fois des acteurs que des citoyens, d'un processus plus ou moins contrôlé, est une menace permanente dans notre processus depuis 2006. Et malheureusement, la CENI, ce bureau notamment, qui ne communique pas assez, n'a pas fait suffisamment de communication pour assurer de cette autonomie minimum nécessaire pour conduire ces processus à bon port. Et donc vous avez donc ces éléments-là de base qui ne peuvent que malheureusement conforter cette méfiance dans le processus. En 2018, il y a une partie de la République également qui n'ont pas voté suite à l'insécurité. Là, je vois déjà Yumbi, ils n'ont pas voté suite à l'insécurité. Aujourd'hui également, on voit, il y a presque l'histoire se répète. Il y a d'autres coins de la République qui ne se sont pas enrôlés suite également à l'insécurité. Quelle analyse qu'on peut faire par rapport à toutes ces choses?
Peut-être la nuance, c'est qu'en 2018, les gens se sont enrôlés. Oui. C'est les conditions sécuritaires avec l'événement de Yumbi qui n'ont pas permis un déploiement de la CENI. Aujourd'hui, nous avons une partie de la République où les gens n'ont pas pu s'enrôler. Donc, par rapport à 2018, on a une évolution qui a changé. Deuxièmement, c'est que si en 2018, on parlait des 2 territoires, c'est-à-dire de Béni et de Yumbi, cette fois-ci, on est à 6 territoires. Parce qu'il y a le Kwamut, il y a une partie de Maluku, il y a le Massissi, au Rutshuru, il y a Irumu en Ituri, donc il y a pratiquement 6 territoires. Donc nous sommes partis d'un cas exceptionnel comprenant 2 territoires à aujourd'hui une expansion à 6 territoires. Ça veut dire qu'on n'a pas régressé, cette dynamique-là négative a progressé. Et donc ça pose à la fois les questions sur notre capacité comme État à garantir un préalable important qui est la sécurité. Parce que si vous ne garantissez pas la sécurité, comment les Congolais vont aller voter? Encore faut-il savoir, et les rapports, beaucoup de rapports l'ont attesté, que dans beaucoup de zones, la sécurité de l'enrôlement s'est opérée avec le soutien des groupes armés locaux. Et lorsque vous avez des forces locales qui contrôlent, qu'on connaît à caractère communautaire, qui contrôlent des zones, ça veut dire qu'il y aura une forme de discrimination pour l'électeur qui vient. Prenons par exemple les zones, je ne vais pas citer des noms, occupées par tel groupe ethnique avec sa milice locale. Comment voyez-vous les citoyens d'autres groupes ethniques venir voter dans une zone sécurisée par des milices d'autres groupes ethniques? Donc vous avez des éléments qui vont mettre en difficulté par rapport à 2018. Et puis après, il faut ajouter l'état de siège. En 2018, on n'avait pas l'état de siège. Aujourd'hui, nous avons l'état de siège dans 2 provinces. Et l'état de siège, c'est des mesures d'exception, notamment des restrictions de liberté. Donc il y a plus de problèmes aujourd'hui qu'on l'avait en 2018. Le 5 juin, les députés nationaux ont voté la loi sur la répartition des sièges, malgré l'absence de d'autres députés nationaux qui sont de l'opposition. Hier, le sénateur du Front commun pour le Congo ont claqué de nouveau la porte à l'hémicycle devant le ministre, le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. Ils ont refusé de voter sur cette loi de répartition des sièges. Pour eux, c'est une loi qui crée une fraude électorale. Est-ce avec ces climats de méfiance entre le parti prenant, entre les acteurs politiques qui doivent nous conduire aux élections, on peut avoir une élection crédible et transparente? Bon, les élections, faut-il qu'ils soient pas uniquement crédibles et transparentes, mais également apaisées? Oui. Et moi, j'ai comme le sentiment que nous n'aurions pas malheureusement des élections apaisées. D'ailleurs, on a eu trop peu. Depuis 2006, nous avons toujours eu, après les élections, des tensions post-électorales, des crises post-électorales. Rappelez-vous des combats dans la capitale entre Jean-Pierre et Kabila en 2008. Rappelez-vous le président Etienne Tshisekedi qui prête serment en 2011 chez lui et qui se proclame président avec la majorité populaire créée par Diomi. Rappelez-vous 2018, les tensions qu'il y a eu autour de la vérité des urnes. Nous avons toujours eu au Congo, malheureusement, de crises post-électorales liées à toute cette frustration, toute cette méfiance dans le processus. Mais j'ai comme le sentiment que cette année, plus particulièrement, les éléments de frustration se sont accumulés. Vous avez déjà, comme je le dis, l'état de siège, ce grand nombre de territoires peu enrôlés. Vous avez l'absence de consensus dans le processus et la sortie du FCC, c'est un élément qui prouve à suffisance encore ce déficit de consensus qui vient s'alimenter du fait que l'audit du fichier externe, tel qu'entendu, ne s'est pas déroulé conformément à la tradition que faisait la CENI. Traditionnellement, la CENI a toujours invité une institution, pas des experts indépendants, une institution plus ou moins neutre qui venait enrôler. Cette année, puisque liée par des contraintes des temps et avec le discours qu'on a construit autour de l'EIF, on a dû recourir à des experts qui, dans un temps record, ont produit un travail, mais qui n'a pas renforcé malheureusement la confiance. Au lieu que chaque étape du processus soit un moyen de renforcer la confiance, chez nous, chaque étape du processus, chaque moment critique, renforce davantage la méfiance. On aurait pu avoir plus de confiance dans l'enrôlement, on en a eu moins. On devait avoir plus de confiance dans l'audit du fichier, on en a eu moins. On devait avoir plus de confiance dans la loi de la répartition des sièges, on en a moins. Et donc un processus comme ça qui continue à accumuler autant de méfiance ne peut nous amener que vers de la contestation malheureusement et à une gouvernance de crise.
Ça veut dire qu'au sorti des urnes, on va proclamer certainement des résultats, on aura de la contestation, on travaillera à mettre en place un gouvernement d'union nationale, et donc à rechercher des consensus qu'on aurait pu avoir avant les élections, donc on va peut-être avoir après les élections, mais dans tous les cas, on aura perdu en temps, on aura perdu en argent, on aura perdu en sérénité, parce qu'il y a un facteur qu'il faut prendre en compte. Si vous regardez ce qu'on appelle le flux de idées et l'investissement direct étranger, c'est-à-dire les capitales que nous attirons au niveau du pays, nous avons tendance, durant l'année électorale et l'année qui suit les élections, à perdre en termes de flux d'idées. Ça baisse. Et ça n'est fait que remonter, je crois, vers la deuxième année, la troisième année, passe à plus de stabilité. Ça veut dire que le pays perd en capitaux, le pays perd en investissement, parce qu'avant le processus et après le processus, il y a tellement une période d'incertitude et de flottement que les investisseurs ne viendront pas. Donc nous repoussons les échéances de développement pour des enjeux politiques qui malheureusement peuvent être mieux réglés. La nouvelle loi électorale parle d'une liste qui sera présentée avec 50 femmes et 50 hommes. C'est une liste qui ne paiera pas la caution. Cette manière de faire, ils parlent d'une discrimination positive parce que la représentation de femmes est à 50% comme des hommes également à 50%. Ça ne sera pas une manière également de faire de telle sorte que beaucoup de partis politiques représentent des listes de 50 femmes et 50 hommes pour ne pas payer la caution? En fait, l'objectif, ce n'est pas uniquement la caution. La caution, ce n'est qu'un stimulant. L'objectif, c'est de pousser à plus d'inclusion des femmes et des jeunes en politique. Dans un pays comme le Congo, où vous avez plus de femmes que d'hommes, on parle de 52% des femmes et 48% d'hommes, si vous regardez la composition des institutions, vous avez moins de femmes que d'hommes. Donc la représentation sociologique n'est pas le reflet de ce qu'est la représentation politique. Vous avez par exemple 65% des Congolais qui ont moins de 35 ans, mais si vous regardez nos institutions, il y a moins d'inclusion. Donc il y a moins de jeunes, il y a moins de femmes. Nos institutions ne sont pas le reflet de notre société. Et donc si on veut améliorer la représentation des femmes et des jeunes au sein des institutions, il faut créer des stimulants. Et je crois que cette façon de stimuler par la caution est un verrou important. On sait que beaucoup de femmes d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'un des obstacles pour les femmes, n'ont pas beaucoup de ressources financières. Parce que pour faire de la politique, il faut avoir la ressource financière. Et donc, alléger la caution, ce n'est pas uniquement pour les partis, c'est aussi pour les femmes qui veulent s'aligner et qui n'ont peut-être pas assez de ressources. C'est un moyen pour eux d'alléger les charges liées au processus électoral dans leur enveloppe. Et donc, pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, le challenge, c'est un autre challenge. Il ne suffit pas d'aligner les femmes. Encore faut-il donner suffisamment de capacités pour qu'elles puissent réellement battre la campagne. Parce qu'il y a deux seuils. Il y a le seuil de recevabilité, donc vous déposez la liste, votre liste est acceptée. Et il y a le seuil d'éligibilité. Votre liste atteint le quotient calculé pour qu'on puisse vous attribuer des sièges. Et donc, si les femmes qu'on aligne ne sont pas suffisamment outillées, ne sont pas suffisamment formées pour pouvoir battre campagne et donner aux listes auxquelles elles seront alignées des voix, eh bien, elles n'aideront pas les partis à atteindre le deuxième seuil d'éligibilité. Nous, par exemple, au niveau de la DIPOL, nous sommes en train d'initier une session de formation pour les femmes politiques, pour les candidates notamment, qui se fera, je crois, du 26 au 29 juin prochain, pour aider les femmes à bien battre campagne. C'est notre contribution comme politologue, comme DIPOL, à ce défi-là de plus d'inclusion. Pas uniquement des femmes, mais également des jeunes. Je crois que ce point de vue-là, il faut le saluer. C'est une avancée importante que nous ayons plus d'inclusion des femmes. D'ailleurs, le Congo, en Afrique centrale, sur cette question de genre, nous sommes parmi les pays presque en avance. Hein. Nous avons eu une femme à l'Assemblée nationale avant la France. Nous avons déjà des femmes dans des portefeuilles clés comme les portefeuilles dans les passés, comme Mabunda, ou comme Madame Samba aujourd'hui aux mines, ou comme Ndeza Toumba aux affaires étrangères. Autant nous avons eu des femmes dans des ministères où auparavant on ne trouvait pas des femmes. On a eu Madame Akassia à l'économie. Ça veut dire de plus en plus de femmes sortent de là où on les mettait, genre, culture, affaires sociales, pour avoir des femmes dans des ministères plus techniques comme le portefeuille. Peut-être demain on aura une femme à la primature ou une femme à la défense. Nous sommes en train d'avancer sur les questions d'inclusion. Il faut continuer à travailler et je crois que cette loi permet également d'avancer encore. Vous avez tout à l'heure parlé des élections apaisées tout à l'heure. Avec les climats dont les opposants aujourd'hui,
sont en train de boycotter tout ce qui se passe à la CENI, en commençant par le bureau. Un bureau qui est boycotté jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré son élection par l'opposition. Ce n'est pas une façon pour eux de demander les dialogues et de fuir les élections? Bon, je peux penser que stratégiquement, je ne suis pas de l'opposition, stratégiquement, l'opposition a besoin d'avoir un cadre de concertation, un cadre de négociation pour mettre sur la table quelques revendications. C'est des bonnes guerres. En politique, chacun développe sa stratégie selon ses ambitions par rapport à ses objectifs recherchés. Qu'une opposition recherche plus de consensus sur le processus, c'est des bonnes guerres. Maintenant, quelle est la stratégie du gouvernement? Faut-il rejeter toute possibilité de consensus parce que le processus semble lancé à ce jour dans cette voie-là, tout en sachant qu'une élection non inclusive va mener à de la contestation et à une crise post-électorale. C'est des choix. Et je crois qu'à un moment donné, il faut que nous, toute raison gardée, nous comprenions que les élections, au-delà des aspects organisationnels, c'est un problème de culture politique. Et c'est peut-être ça notre problème au Congo, la culture politique. Nous avons une culture politique qui n'est pas démocratique, où on pense que lorsqu'on est au pouvoir, on doit tout forcément gagner, ou lorsqu'on est en opposition, on doit également tout forcément gagner. Personne n'a la culture de la perte des élections. Alors que dans une démocratie, on doit accepter de perdre les élections, qu'on soit pouvoir ou opposition. Parce qu'il y a le cycle de l'alternance. Celui qui perd ne perd pas tout, il est représenté en tant que minorité dans les parlements, et celui qui gagne ne gagne pas tout. C'est notre déficit de culture démocratique qui fait que ceux qui sont au pouvoir pensent gagner et gagner tout. Ceux qui sont à l'opposition pensent perdre et perdre tout. Et donc lorsque vous êtes dans une logique de binarité comme ça absolue, où on gagne tout ou on perd tout, c'est logique qu'on aille vers de la confrontation et vers cette montée des violences. Je crois qu'il faut travailler à la culture démocratique pour que nous développions cette capacité à perdre. Perdre dans une élection, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est aussi lié au fait que, malheureusement, dans une société politique comme chez nous, l'accès aux ressources publiques, c'est lié à la politique. Et donc, tout ce qui vient en politique, ce n'est pas parce qu'ils ont des idées à défendre, c'est parce qu'ils savent que la politique, c'est le seul moyen le plus facile peut-être d'accéder aux ressources publiques. Donc, d'accéder à l'argent, d'accéder aux privilèges, d'accéder à toute l'aisance d'une bourgeoisie d'État. Et donc, tout le monde veut y accéder. Et comme on peut y accéder que par des élections, eh bien, 500 sièges, c'est peu pour tous ces Congolais qui veulent accéder. La preuve, c'est que vous aurez peut-être 32 000 candidats pour 500 sièges. Ça veut dire, vous divisez 32 000 fois 500, c'est peut-être 600 candidats pour un siège. Quand vous avez une telle pression, vous ne pouvez qu'avoir de la méfiance, vous ne pouvez qu'avoir cette volonté que chacun veut de se retrouver, parce qu'il faut tenir pendant les 5 ans, et donc suffisamment de pression sur le processus de toutes les parties pour que nous ayons de l'attention. Maintenant, aux côtés de ces problèmes-là structurels, il y a la qualité du processus. La qualité du processus doit favoriser l'inclusivité des différents acteurs, l'inclusivité et la consensualité sur des questions majeures, parce qu'il en va de la nécessité de la stabilité. Si on ne voit pas que le plus important, c'est avoir de la stabilité pour faire le développement, eh bien nous verrons des élections pour des élections qui ne vont pas asseoir la stabilité, qui ne vont pas asseoir la légitimité, et nous aurons au sortir des élections des dirigeants certes élus, mais peut-être avec légitimité faible, avec une stabilité très faible, et donc nous perdrons encore 2 ans à rechercher une stabilité politique qu'on aurait pu régler par un consensus en amont. Et on va prendre le deuxième sujet, notre deuxième sujet sur lequel nous allons parler de cette usine de montage de bus à Mercedes que le président de la République a lancé le week-end dernier. C'est pour le peuple congolais, oui, une manière de trouver le travail parce qu'on a parlé des 500 personnes qui vont trouver le travail. Déjà, la première question par rapport à ce sujet est celle-ci. Est-ce ce personne donc qu'on a engagé dans cette entreprise de montage de bus Mercedes à Limete, ici à Kinshasa, le recrutement a été fait où et comment? Je ne saurais pas vous répondre, c'est une entreprise privée, je suppose qu'ils ont des mécanismes de recrutement. Par contre, je constate que la qualité, peut-être pas le mot c'est pas la qualité, mais c'est que les emplois qui sont créés dans cet atelier de montage sont des emplois bon marché et qui ne sont pas forcément fort qualifiantes.
Nous avons, par exemple, dans notre pays, développé le secteur bancaire, le secteur d'assurance qui s'est ouvert, la télécommunication, mais ce sont des secteurs qui recherchent généralement des emplois à forte qualification. C'est-à-dire que vous avez de hauts niveaux d'expérience, de hauts niveaux de formation pour faire l'assurance et les banques. Alors qu'avec les emplois industriels, vous n'avez pas besoin d'une forte qualification pour travailler dans une chaîne de production. Donc c'est d'abord des choses à saluer, des emplois qui permettent à une autre catégorie des Congolais de se retrouver. Deuxièmement, c'est que ça permet de diversifier l'économie. Nous avons une économie qui repose sur le secteur primaire extractif, c'est-à-dire les mines ou les pétroles, et le secteur tertiaire, ça veut dire les services, et très peu d'unités industrielles. On n'en avait que 525 selon le gouvernement en 2020. Et d'ailleurs, le gouvernement s'était fixé comme objectif, je parle sous le contrôle du ministre de l'Industrie, qu'il a présenté, lorsqu'il a présenté son document de politique industrielle du pays, de passer de 525 unités industrielles à 1 million. Plutôt à 1000 unités industrielles et de créer 1 million d'emplois. Donc oui, il y a un besoin de créer de l'emploi pour des emplois non qualifiants pour d'autres catégories des Congolais et qu'on n'ait pas toujours des emplois fort qualifiants tels qu'on a avec les banques et les assurances ou la télécommunication. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, comment on recrute? Je suppose qu'il doit avoir un service de ressources humaines, qu'ils mettront probablement en ligne ou par voie d'affichage les appels à recrutement ou qu'ils trouveront une société de placement qui va forcément recruter. Cette usine, aujourd'hui, après, on peut le dire, c'est les fruits de plusieurs voyages du président de la République, dont il a également demandé que les entrepreneurs viennent installer les entreprises ici en République démocratique du Congo pour un peu réduire le chômage au pays. C'est depuis plusieurs années que de telles usines n'existaient pas au Congo. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que vous pouvez analyser cette nouvelle, cette technique, cette méthode que le président de la République a fait? Bon, je ne partage pas votre perception parce qu'il me semble que l'entrepreneur est un entrepreneur local, très connu, qui a déjà investi dans l'immobilier, dans le transport aérien et dans la santé. Donc ce n'est pas un nouvel entrepreneur. Par contre, le gouvernement avait développé une stratégie d'industrialisation. Et il a produit en 2020 un document, je vous l'ai dit, le document de politique et de stratégie d'industrialisation du pays, avec des targets pour les 3 années. Le gouvernement a même déployé ce qu'on a appelé des zones industrielles spéciales, des ZIS, notamment Malukupu, Kinshasa, qui devait être une zone d'extension de cette tissu industriel qu'on voulait recréer. Et donc, oui, il y a une volonté du gouvernement de recréer un tissu industriel avec une politique de stratégie plus ou moins développée. Même si il faut admettre que les résultats ne suivent pas comme souhaité. Maintenant, vous avez des acteurs qui diversifient leur investissement, notamment les acteurs indiens, parce que l'entrepreneur est indien. Vous avez une force économique indienne qui s'est diversifiée au Congo, qui a commencé dans la pharmacie, dans la cosmétique, qui est passé dans la métallurgie, dans la banque, dans l'immobilier, dans la santé, et maintenant dans le transport aérien, puis le transport terrestre. Donc c'est davantage un écosystème intérieur, un écosystème indien, qui continue à s'étendre dans le marché local et qui diversifie son implantation dans l'économie. Le souhait aurait été peut-être d'intégrer cette déploiement, cette diversification dans la stratégie industrielle du gouvernement en allant vers la zone spéciale de Maluku, par exemple, ce qui aurait permis d'étendre la ville vers l'est avec le projet d'urbanisation. Mais bon, l'entrepreneur est revenu à limiter. Mais ce sont des choses à souhaiter, à encourager plutôt, parce que ça permet de diversifier l'investissement, de créer de l'emploi, et peut-être pour l'État de gagner des nouvelles ressources, des nouvelles recettes à travers les impôts. Oui, nous allons très rapidement à la fin de cette émission. On va prendre je crois bien c'est avant la toute dernière question pour savoir, vous savez comme moi, ça fait déjà une année depuis que Bunaganda est occupé, aujourd'hui, une année jour pour jour. Votre analyse depuis que l'occupation de Bunaganda, ça fait une année. Et sans oublier que c'est une partie de la République également qui doit voter. Qui doit voter le président de la République, les députés provinciaux, également les députés nationaux. Mais ils sont privés également de ces droits suite
à tout ce qui se passe à l'Est depuis plusieurs années? Bunagana, d'abord, c'est un poste transfrontalier très important, oui, même en termes de recettes. C'est-à-dire que l'État perd en recettes. L'État perd en recettes. Vous avez une population qui s'est grandement déplacée. Aujourd'hui, on parle de 5 millions, plus de 5 millions de déplacés internes. Et donc, on a des populations déplacées et une zone qui n'est plus sous contrôle de l'autorité de l'État pendant une année. Connaissant les enjeux à l'est du pays, c'est un risque énorme parce que nous aurons le risque, le jour où la paix sera rétablie, lorsque les populations voudront rentrer, de trouver d'autres implantations humaines. On l'a vu dans beaucoup de régions, les déplacements de population se sont accompagnés par des remplacements d'autres communautés. Et donc après, vous aurez des conflits fonciers ou des conflits identitaires liés au fait que tel a pris ma terre ou tel est statut sur ma terre. Ça, c'est un point important. Deuxièmement, ça montre également que d'un point de vue militaire, nous n'avons pas réussi à inverser les rapports de force. Autant Bunagana était la reprise des armes par le M23, autant depuis une année après, le gouvernement n'a pas réussi à inverser le rapport des forces militaires sur le terrain et reprendre l'autorité de l'État sur ces terres-là. Que ce soit l'initiative mise en place de l'EAC, que ce soit la tentative aujourd'hui de mettre en place la SADC, montre à suffisance qu'il y a un sérieux problème dans notre capacité comme État à assurer la souveraineté sur l'ensemble de notre territoire national. Et troisièmement, ça montre également que d'un point de vue diplomatique, nous sommes en statu quo. Parce que ça fait une année qu'on a autant développé des initiatives diplomatiques, qu'il s'agisse de la Nairobi, de l'accord de Luanda, ou les différents mécanismes au niveau de la CIRGL. Aujourd'hui, on tourne vers la SADC. Également, au point diplomatique, nous sommes au statu quo. Ça veut dire statu quo militaire, statu quo diplomatique, et malheureusement, c'est au détriment de la population qui s'est déplacée, c'est au détriment de l'autorité de l'État qui perd sa place, et c'est au détriment, malheureusement, également des enjeux géopolitiques de la sous-région. Et donc, il nous faut sortir de ce statu quo. Il faut impérativement sortir du statu quo. Soit à inverser un rapport de force militaire, soit à redonner vie aux initiatives diplomatiques pour qu'on sorte de cette situation qui conforte malheureusement la crainte de beaucoup de Congolais, qui est celle de la balkanisation. Parce que quand vous avez des mouvements supplétifs des pays voisins qui servent donc des agendas extérieurs, ne soyez pas surpris que derrière ce gel de situation de front se joue également des transhumances des populations et donc des enjeux de contrôle des territoires à l'Est. Merci beaucoup, M. Christian Moleka, d'avoir répondu à notre invitation et répondu à toutes nos questions et vos analyses pertinentes. Merci d'avoir répondu. Votre dernier mot pour votre passage à l'émission Qu'on se le dise. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Je salue le plateau. Ça fait quand même longtemps que je ne suis pas revenu. Je salue également le président Yvan Ramazani, que j'aimerais bien rencontrer prochainement pour échanger sur le Congo. Je pense que le pays a beaucoup de défis. Le pays a beaucoup de défis. Il faut que nous ne fassions pas des élections une fin en soi. Les élections ne sont et ne seront jamais une fin en soi. Les élections ne sont qu'un moment de dévolution des autorités parce que l'enjeu le plus important, c'est le développement. Or, ça fait 60 ans que nous courons derrière la crise de légitimité. Et que si 2023 sera également notre point d'achoppement sur la question de la légitimité, eh bien nous repousserons encore les problématiques de développement pour plus tard. Il nous faut inverser les débats. Il faut que les questions de développement deviennent la priorité et que les questions politiques ne servent qu'à asseoir la stabilité pour avoir le développement. Ok, merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de BC Télévision, d'avoir suivi cette émission dont nous avons reçu pour vous Monsieur Christian Moleka, qui est politologue, chercheur, également analyste politique. Vous avez constaté lors de ces analyses, il était au milieu du village, donc il vous a quand même aidé à comprendre certains sujets de l'actualité. Donc on a parlé de la politique des élections, l'organisation des élections, du processus électoral, ainsi que de cette nouvelle usine lancée par le président de la République de montage de bus de la marque Mercedes. Merci, je vous retrouve au prochain numéro avec un nouveau invité et un nouveau sujet également. Au revoir.